Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au Festival des technologies vertes et au Salon des véhicules électriques. J'espère que vous faites une visite intéressante. Excusez. Bien, c'est plus nos fameux masques. Alors, moi, je suis France Levert de la Foire Écosphère qui organise le festival. Et ça nous fait extrêmement plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Kim Cornelissen, qui va vous parler d'acceptabilité sociale et communication, mais dans le contexte de la biométhanisation. Elle va bien vous expliquer de quoi on parle aussi de façon plus spécifique. Et Mme Cornelissen, on se connaît depuis longtemps, nous. Alors, elle est détentrice d'une maîtrise en études urbaines de l'UQAM. Elle a travaillé aussi beaucoup sur la filière biogaz en Suède, entre autres. Elle va peut-être vous dire quelques mots en suédois. Et bien sûr, elle est actuellement chargée d'un projet en biométhanisation agricole à la Coop Carbone. Elle va vous expliquer aussi ce que c'est la Coop Carbone. C'est une militante en environnement et très engagée depuis de nombreuses années, conférencière à de nombreuses reprises aussi, sur différents sujets en lien avec la biométhanisation, la mobilité et tout. Je vais tout simplement lui céder la parole. Elle va vous présenter un petit peu d'où elle vient, pourquoi elle est tellement motivée par ce sujet-là. Et puis, on va prendre vos questions après son intervention. Puis voilà, ben vas-y, Kim. Bien, bonjour tout le monde. Comme on est au Salon des véhicules électriques aussi, juste pour vous dire, j'ai une Volt, qui est une hybride rechargeable, fait que je suis dans le mouvement. Je voudrais juste savoir ici, il y a combien de gens qui savent c'est quoi du biométhane? OK. Il y en a combien qui savent c'est quoi du biogaz? OK. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler je vais vous parler des défis de communication par rapport au biogaz, au biométhane qui se développent assez rapidement au Québec en ce moment. Mais on va commencer par un petit cours d'énergie en général de ce qui se passe au Québec. Quand je dis un petit cours, là, ça ne sera pas douloureux, je vous le promets. Alors, la Coop Carbone, juste pour vous dire, c'est une coopérative de solidarité qui est à Montréal et à Québec et on œuvre un petit peu partout au Québec. On fait trois choses. On fait toute la question du marché du carbone, c'est-à-dire la question des gaz à effet de serre, le calcul, puis comment on peut réduire les émissions. On fait toute la question de la mobilité durable, beaucoup à Montréal et à Québec. Et moi, je suis plus dans le secteur de la biométhanisation que je vais vous expliquer bientôt. Si on veut l'un des problèmes qu'on a quand on produit une source de l'énergie d'une source renouvelable, c'est qu'il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça soit mélangé avec d'autres affaires. Fait que la communication puis le partage des connaissances, c'est vraiment très important. Fait que pour ça, il faut savoir un peu ce qui se passe en énergie au Québec, voir c'est quoi l'acceptabilité sociale, puis comment on peut soutenir l'énergie de sources renouvelables en comprenant bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, au Québec, en ce moment, on a du pétrole, encore beaucoup, qui vient comme vous savez, qui va tout venir de l'extérieur parce que maintenant, il y a une loi qui dit qu'on n'aura plus de prospection pétrolière. On n'a à peu près pas de charbon au Québec. Ce n'est pas une réalité québécoise du tout. On a du gaz naturel, du gaz propane en petite quantité. On n'en a pas énormément. Puis, depuis quelques années, on n'a plus de nucléaire parce que les deux centrales de Gentilly 1 et Gentilly 2 ont fermé. Par contre, comme vous savez, on a de l'hydroélectricité. On est probablement les plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde à peu près avec la Norvège. On a de l'éolien un peu partout au Québec, comme vous savez. On a du solaire qui commence. On a du biogaz, du biométhane qui commence aussi tant au municipal que dans les sites d'enfouissement que à la ferme. On a de la biomasse forestière. On a de la géothermie qui est d'utiliser la chaleur du sol. Les gens ne réalisent pas, mais il y a beaucoup de projets de géothermie qui existent en ce moment dans des quartiers pour des écoles, mais ça se voit à peu près pas. On a des biocarburants, on parle ici d'éthanol, de biodiesel, avec ce que ça veut dire, et on commence des projets d'hydrogène au Québec. La raison pourquoi on veut faire plus de production d'énergie renouvelable que d'énergie fossile, c'est pas juste parce que c'est cute, c'est parce qu'il y a vraiment des raisons environnementales et des raisons économiques et sociales qui sont importantes. Si vous regardez mon graphique, ce qu'il y a en brun, c'est le mazout lourd et le gaz naturel, qui émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Puis quand on s'en va dans le solaire, puis qu'on s'en va dans la biomasse et tout ça, il y en a beaucoup moins. Et là, je n'ai pas mis la biométhanisation parce que je vais vous l'expliquer tantôt, mais c'est ce qu'on appelle
Carbonégatif, c'est-à-dire qu'on émet moins de GES on produit moins de GES qu'on en émet. La deuxième chose, c'est que quand on fait de l'extraction de pétrole ou de gaz, ça prend de l'énergie pour produire de l'énergie. Ce qui fait que, par exemple, si on regarde les sables bitumineux, qui est le meilleur exemple, c'est 25 pour produire un baril de pétrole, il y a 25 non, je vais l'expliquer autrement. Il y a 25 d'énergie fossile que ça prend pour produire un baril de pétrole. Autrement dit, on dépense beaucoup d'énergie pour produire de l'énergie, alors qu'en renouvelable, si vous enlevez la construction et le démantèlement des équipements, quand on a de l'éolien, ça ne prend pas d'énergie. Quand l'hydroélectricité ne prend pas d'énergie pour produire l'hydroélectricité, dans le cas de la biomasse forestière, c'est des déchets, ça n'en prend pas non plus. Donc, on ne dépense pas d'énergie pour produire de l'énergie. La troisième chose, c'est toute la question de la propriété et du contrôle. Vous savez très bien que le pétrole n'appartient pas ni à l'État, ni à vous comme personnage privé, à moins que vous ayez des actions. De façon générale, ça va être des compagnies comme Shell, comme Esso et compagnie. Et alors qu'en renouvelable, vous avez par exemple un parc éolien au Bas-Saint-Laurent qui appartient à 11 MRC. Vous allez avoir des panneaux solaires, des choses comme ça qui vous appartiennent en privé. On a Hydro-Québec appartient aussi aux Québécois. Puis dans les projets de biométhane, par exemple, ça va appartenir à des coopératives, à des municipalités. C'est généralement de sources publiques ou privées, mais il y a plus de mélange. Et il y a deux sources d'énergie dont on parle. Il y en a une dont on parle beaucoup, qui est très coûteuse, c'est l'hydrogène, puis je vais vous expliquer juste les notions de base. Puis après ça, je vais vous parler des négawatts, qui est le fait de ne pas consommer d'énergie. Mais si on revient à l'hydrogène, il y en a-tu qui ont entendu parler d'hydrogène vert? Hein? Il y en a-tu qui ont entendu parler d'hydrogène bleu? D'hydrogène jaune? D'hydrogène gris? Bon, l'hydrogène, il faut comprendre que ce n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. Ça sert à transporter de l'énergie ou ça sert à stocker de l'énergie, un peu comme l'électricité. Vous savez que l'électricité en tant que telle, ce n'est pas une source d'énergie. On produit l'électricité à partir de l'hydraulique, on en produit à partir de l'éolien et tout ça. Alors, quand on parle d'hydrogène vert, et au Québec, le gouvernement fait la promotion de l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydroélectricité, d'éolien, de biomasse forestière et de solaire. Par contre, 90 % présentement de l'utilisation de l'hydrogène est de l'hydrogène gris qui est produit à partir du gaz naturel et du charbon. Donc, c'est une forme d'hydrogène qui vient de l'énergie de source fossile. Quand on prend le gris puis qu'on séquestre le carbone, vous avez dû commencer à entendre parler de ça, qu'on séquestre dans le sol le carbone. Quand on fait de l'hydrogène, à partir de ça, il devient bleu, mais il est toujours, au départ, il vient toujours du gaz naturel et du charbon. Puis, quand il est rose ou qu'il est jaune, c'est qu'il vient du nucléaire. Puis là, vous me direz, le nucléaire, ça n'existe plus au Québec, il n'y a plus de production. Sauf que l'hydrogène peut provenir aussi des États-Unis ou de l'Ontario, où il y en a. Alors, c'est important de comprendre, c'est ça le principe de base, mais la vraie bonne nouvelle au Québec, c'est qu'au Québec, on a l'intention de défendre l'hydrogène vert, ce qui est vraiment notre avantage, et c'est pour ça que ça attire des gros projets, parce que c'est plus environnemental. Maintenant, à l'autre opposé, l'hydrogène coûte très cher. Ah, excusez. L'autre chose, c'est qu'on pense que même en 2050, autant sur la planète qu'au Québec, et là, c'est le GIEC qui en parle, sur la planète, il n'y aura pas plus que 2,5 à 3 % du bilan énergétique qui va venir de l'hydrogène. Fait que, on en parle beaucoup, mais dans le fond, ça va répondre juste à des besoins très, très, très minuscules. Puis, la première utilité de l'hydrogène, c'est pas de la mettre dans les véhicules, c'est de s'en servir en remplacement de l'hydrogène gris, par exemple, dans les usines. Puis, on peut s'en servir aussi pour stocker de l'énergie intermittente, comme par exemple le solaire ou l'éolien. Puis, en fait, ça permet aussi de fabriquer des engrais. Et là, tantôt, on va voir qu'il y a d'autres façons de fabriquer des engrais qui est beaucoup moins coûteux. Comme je vous disais, les négawatts, à l'inverse, c'est beaucoup moins coûteux. Les négawatts, c'est toute l'idée que l'énergie qui coûte la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Est-ce qu'il y en a qui ont profité du programme d'Hydro-Québec cet hiver pour économiser dans le temps des heures de pointe? Il y avait ce qu'on appelle le tarif flex. Hydro-Québec a commencé à offrir aux gens de baisser leur électricité, leur consommation d'électricité pendant les périodes de pointe.
et ça permet d'économiser de l'argent. Je peux vous dire, je l'ai essayé, ça fonctionne. Vous regarderez ça dans vos propositions d'Hydro-Québec. Et l'idée du négawatt, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut, un peu comme pour les matières résiduelles, comment est-ce qu'on peut réduire notre consommation. Et là, je vous ai mis l'exemple des 3 RV qui sont avec les matières résiduelles, c'est-à-dire, quand on est dans les matières résiduelles, on cherche d'abord à réduire. Si on ne peut pas réduire, on réutilise. Si on ne peut pas réutiliser, on recycle ou on valorise à la fin. Bien, quand on est en énergie, on peut réduire l'énergie, par exemple, en isolant mieux la maison, en optimisant les équipements ou les procédés qui sont en lien avec les équipements, en utilisant, comme vous savez tous, votre vélo, par exemple, quand c'est possible, ou en y allant à pied, ou en faisant de la gestion des déplacements, ou en ne vous déplaçant pas. Et le télétravail est, depuis quelques années, une réalité assez concrète à ce niveau-là. Ensuite, si vous ne pouvez pas réduire, vous pouvez remplacer, comme je vous disais tantôt, quand vous remplacez des sources fossiles par des sources renouvelables, bien, comme ça prend moins de consommation d'énergie pour produire de l'énergie, bien, automatiquement, par le remplacement, vous réduisez aussi. Il y a également le recyclage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des usines, par exemple, qui ont un surplus de chaleur qu'ils vont utiliser pour des serres à côté pour produire des légumes. À ce moment-là, l'énergie, au lieu qu'elle soit perdue, elle s'en va dans un autre milieu, ce qui est une forme de recyclage. Puis enfin, vous pouvez valoriser. Puis valoriser, on peut valoriser le vent, on peut valoriser le soleil, la chaleur, la terre et tout ça. Mais on peut aussi valoriser les matières résiduelles organiques. Et ça, je vais embarquer un petit peu plus précisément dans ce que c'est. Au Québec, présentement, il y a de la production de gaz naturel faite avec des déchets, soit des déchets municipaux, soit des déchets agricoles, et également, on capture le biogaz qui vient des sites d'enfouissement. Ce n'est pas quelque chose qui va y avoir un jour au Québec, c'est quelque chose qui existe déjà. La valorisation des matières résiduelles, elle vient entre autres des fumiers lisiers. Les vaches et les veaux et tout ça vont continuer à produire du fumier et des lisiers. Elle vient de vos bacs bruns, dans plusieurs cas, et elle vient également des boues municipales, qui est en fait ce qui sort des usines d'assainissement des eaux usées. Le biogaz, contrairement à l'éthanol, contrairement au biodiesel qu'on voit habituellement, ce n'est pas fait à partir de maïs, ce n'est pas fait à partir de culture. Il n'y a pas de terre qui est utilisée pour produire du biogaz ou du biométhane. C'est fait à partir uniquement des déchets. Et ensuite, une des choses qu'on regarde en énergie qui est super importante, c'est à quel point ça émet des GES. Comme je vous disais tantôt, parce qu'on capture, par exemple, dans les champs ou les sites d'enfouissement, parce qu'on capture le méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, bien, en fait, on se trouve à réduire les émissions. Et ce méthane-là, qui est en fait du CH4, une partie de carbone pour 4 parties d'hydrogène, remplace le gaz naturel fossile aussi, fait qu'on réduit encore les émissions. Quand il est finalement brûlé, soit à l'usine, soit dans des véhicules, le CH4 se transforme en CO2, qui est beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Et en plus, il reste ce qu'on appelle du digesta, qui est une forme d'engrais qui, elle, retourne au champ. Puis en plus, comme le tout se fait généralement localement, bien, on réduit le transport. Vous pouvez imaginer la différence entre produire de l'énergie localement puis qu'elle arrive du Texas. Et en passant, je ne connais pas le nom particulier des veaux qui sont là, mais ils font partie de l'usine de Warwick dont je vais vous parler dans une seconde. Alors, au Québec, il y a les sites d'enfouissement, mais aujourd'hui, je vais vous parler de 2 modèles, c'est-à-dire le modèle municipal qu'on voit apparaître à Saint-Hyacinthe, qu'on voit à Québec, qu'il va y avoir à Montréal, qu'il va y avoir à Laval, puis qu'il y a à Rivière-du-Loup. Mais ça, c'est le modèle de Québec pour vous expliquer un peu comment c'est. On prend les résidus alimentaires, on prend les boues, on en fait la digestion anaérobie. La digestion anaérobie, c'est un gros mot pour dire, imaginez un immense pot de yogourt ou un silo dans lequel vous mettez les matières organiques, vous montez la température, mettons, à 37, 38, 40, des fois un petit peu plus. Vous laissez mariner ça, littéralement, puis au bout d'une vingtaine de jours, tout ce que ça fait, c'est que ça fait sortir le méthane, qui est le CH4, qui est le gaz naturel que vous voulez avoir. Et ensuite, ça fait sortir également du CO2, puis ça permet également de se débarrasser de certains gaz très toxiques. Le méthane, une fois purifié, est du pur gaz naturel qui est dans les tuyaux d'Énergir en ce moment. Énergir a plusieurs projets il reçoit du gaz naturel de plusieurs projets, du gaz naturel renouvelable. Puis, comme je vous disais tantôt, ça fait également des fertilisants pour l'agriculture. Alors, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle une circularité.
C'est-à-dire que dans le modèle agricole, entre autres, qui est le modèle que nous, on développe, tout est complètement en boucle, il n'y a rien qui se perd. Alors, les agriculteurs qui sont propriétaires du modèle de l'usine à Warwick, ils nous donnent leur fumier, leur lisier, on le met dans le biodigesteur, on laisse les bactéries agir. Après ça, on récupère le méthane, on l'envoie dans le tuyau d'énergie et ce qui reste, ça retourne aux terres qui nous retourne le fumier. Puis on tourne en rond comme ça. Ça commence plus à ressembler à la nature parce que vous savez que la nature, de façon générale, il n'y a pas de déchets. Tout se récupère dans un modèle circulaire. Et juste pour vous donner une idée, l'usine de Warwick a à peu près 55 000 tonnes de différentes matières organiques, fumier, lisier, mais aussi du petit lait puis des choses qui doivent être valorisées. Et ça permet de produire à peu près 2,5 millions de mètres cubes de gaz naturel par année. Malgré tout ça, ce que je vous ai demandé tantôt, on est un peu plus que tantôt, je répète ma question, combien de monde connaissent la biométhanisation? Ah, il y a plus de monde que tantôt, c'est bon. Il y en a combien qui font la différence entre le biogaz et le biométhane? Ouh, il y en a une. OK. En fait, on en parle très peu de la biométhanisation. Pourtant, l'idée est intéressante, puis c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pourquoi c'est comme ça? Bien, en fait, on a 3 grands défis de communication. Puis ce n'est pas juste au Québec, ça existe de façon générale. Le premier, c'est que le biogaz, le biométhane a tendance à être placé soit dans biomasse, soit dans bioénergie, soit dans biocombustible, soit dans biocarburant gazeux, alors que, par exemple, le gaz naturel va être placé dans le gaz naturel. Si vous regardez à ma gauche, je vais vous donner 2 exemples. Vous voyez, il y a biocombustible, puis il y a gaz naturel. Pensez-vous qu'il est placé dans le gaz naturel puisque c'est du gaz naturel ou qu'il est placé dans biocombustible? Gaz naturel? Non, il est placé dans biocombustible. Par contre, quand vous arrivez à celui-là, tout d'un coup, on voit apparaître biomasse et biogaz. Mais si j'aurais pu vous donner un autre exemple où on met le biogaz dans la biomasse, ce coup-là. Fait qu'il y a vraiment une confusion qui existe. La deuxième chose, c'est qu'on appelle le biogaz et le biométhane, les gens l'appellent quasiment indistinctement. On appelle ça aussi du gaz naturel renouvelable, puis maintenant, c'est gaz de source renouvelable. Fait que ça mélange tout le monde. L'autre chose, c'est qu'il y a très peu d'attention médiatique sur cette source d'énergie-là. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir dans les documents gouvernementaux sur la transition énergétique quel genre de documents qu'il y avait, juste comme ça. Il n'y a pas de documents qui existent. Il y a des documents sur le solaire, il y a des documents sur l'éolien. Il n'y a rien sur le biogaz. On s'en va voir les statistiques. Il y a rien. Dans le prix des biocarburants, on n'est pas là. Dans le prix du gaz naturel, on n'est pas là non plus. Puis je suis allée dans le Devoir juste pour voir combien il y avait d'articles qui en parlaient. Sur 50 articles, il y en a un qui parlait du gaz naturel renouvelable. Fait qu'on s'en va pas bien. Puis la troisième chose, c'est que quand on a de la misère à parler d'un sujet, qu'on n'en parle pas beaucoup, même si c'est très intéressant, cette filière-là, les gens ne la connaissent pas, donc ils ne la remarquent pas. Fait que même si c'est des projets qui sont vraiment intéressants, qu'on peut vraiment défendre, qui sont des projets qui s'inscrivent dans une idée de transition énergétique et environnementale, bien, on n'en parle pas. Alors, ce que ça fait quand on fait ça, c'est que ça risque de créer des problèmes. Et au Québec, en ce moment, il y a peut-être, je dirais, 5-6 projets de biométhanisation municipale. Il y en a peut-être 2-3 agricoles. Et quand il arrive un problème dans une région, souvent, on en entend parler dans une autre région parce qu'on met tout le monde ensemble dans le même bateau. Puis le problème, de façon générale, de défendre les filières d'énergie renouvelable, c'est qu'on voudrait que tout se passe bien. Fait qu'on met la barre beaucoup plus haute. Puis là, je parle du public en général. On veut que le solaire fonctionne, on veut que l'éolien fonctionne, mais on ne veut pas que ça fonctionne de façon tout croche parce qu'on voudrait que c'est des sources d'énergie qui sont intéressantes, mais il faut s'assurer que ça se fasse comme il faut. Et il y a très peu de gens qui savent, par exemple, tous les co-avantages, les co-bénéfices de la biométhanisation. Or, si le public en général n'est pas d'accord avec la biométhanisation ou la comprend mal, on ne peut même pas faire de projet. Je vais vous donner un exemple. Si vous ne participez pas au bac brun, que vous ne mettez pas vos déchets organiques dans le bac brun, l'usine de biométhanisation qu'il va y avoir à Montréal, à Laval, à Longueuil ou à Varennes ou à Québec ne pourra pas produire de biométhane. Elle a besoin de vos bacs bruns. Donc, c'est important que vous soyez d'accord avec le développement de cette filière-là. Au niveau agricole, si les agriculteurs ne participent pas, bien, on n'a pas de fumier, on n'a pas de lisier, donc on n'a pas de projet en tant que tel. Fait qu'on va être obligé de rester au gaz naturel fossile.
Ensuite, si les municipalités, les MRC sentent que ça ne va pas bien, ils n'embarqueront pas non plus dans le projet, puis on n'aura pas le soutien qu'il faut au niveau de la réglementation. Puis les réseaux gaziers, s'ils ne veulent pas avoir le biogaz, on est dans le même problème. Puis enfin, ces usines-là ont quand même besoin d'aide financière, de réglementation, donc il doit y avoir de l'acceptabilité sociale. Mais moi, personnellement, là, je trouve que l'acceptabilité sociale, c'est pas assez. Parce que vous savez, les projets d'acceptabilité sociale, c'est souvent quelque chose qui arrive dans votre milieu. C'est arrivé à Montréal, c'est arrivé à Québec. Où est-ce qu'il y a un projet qui arrive, puis souvent, on fait un compromis quand on l'accepte, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on veut. Il y a de la consultation citoyenne, puis on finit par faire un projet. Moi, je trouve que ça, c'est pas assez. Ensuite, il y a la question, déjà, on pourrait aller vers l'adhésion sociale, qui est l'idée que vous avez un projet que vous n'êtes pas contre, comme par exemple, s'il s'installe, je sais pas, quelque chose, il peut s'installer quelque chose à côté de chez vous que vous haïssez pas, que vous n'aimez pas, qui est là, mais c'est bien correct, mais vous n'avez pas vraiment d'intérêt. Alors que moi, je pense que, de façon générale, les projets d'énergie renouvelable devraient être des projets d'adoption sociale, c'est-à-dire qu'ils devraient être assez bien faits, puis avoir assez l'adhésion de tout le monde, que ça devienne un projet qu'on adopte et qu'on veut avoir. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de Warwick. Le maire de Warwick est vraiment très content d'avoir ce projet-là chez eux. Puis là, il y a d'autres municipalités qui nous appellent pour avoir le même genre de petit projet qui est très bien intégré puis qui répond également à leur vision qu'ils ont plus environnementale. Fait que c'est vraiment important qu'on essaye de se dire ça va être des projets d'adoption sociale qu'on veut garder pendant longtemps. Et ça, c'est pour l'énergie de sources renouvelables en général. Mais pour qu'on réussisse à faire ça, les producteurs ont comme responsabilité de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes est intéressé au projet puis en profite. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez, par exemple, en milieu agricole, c'est assez facile parce que comme le projet est fait par des agriculteurs, le monde agricole est généralement informé puis intéressé, fait que ça va bien. Les municipalités sont également mises de la partie. Tout le monde est mis de la partie puis ça va assez bien. En s'intégrant en harmonie avec le milieu, il y a des immenses projets de biométhanisation qui s'en viennent. Ça prend des projets, selon moi, qui sont beaucoup plus petits, qui s'intègrent dans le milieu sans déranger. L'autre chose, c'est quand vous faites un geste environnemental puis que vous en voyez le résultat, vous avez plus avantage à continuer à en faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des bacs bruns, pas des bacs bruns, l'histoire des sacs de plastique. Tu sais, il y a 10 ans, tout le monde avait des sacs de plastique. Tout d'un coup, les gens se sont mis à amener des sacs à eux-mêmes, puis maintenant, on voit le geste partout. Il y a beaucoup moins de consommation de sacs de plastique. Puis là, on voit d'autres effets qui viennent. C'est super important de faire ce genre de choses-là. L'autre chose, c'est que si on fait un projet de production, on doit s'assurer que les gens qui sont autour en profitent et non pas considèrent que c'est un problème. Et là, je vais vous donner l'exemple de l'usine de biométhanisation de Varennes, qu'ils ont fait une voie de contournement pour s'assurer que les camions ne dérangeraient pas les quartiers dans le coin. Ça, c'est un exemple de « je m'occupe de mon voisin », puis je vais en bénéficier par la suite. Puis l'autre chose, c'est que quand il y a des plaintes, on s'en occupe tout de suite. Je vais vous donner un exemple. On a eu une plainte parce qu'il y avait une lumière qui éclairait une voisine à un demi-kilomètre de là. On aurait pu dire, la voisine n'est pas bébé raisonnable, mais à la place, on a modifié la façon dont la lumière éclaire. Maintenant, la voisine est heureuse, puis nous autres, c'était bien facile à faire, puis ça montre qu'on est un bon citoyen. Parce que si des productions d'énergie renouvelable commencent à être tout croche, c'est toute la filière qui va en pâtir. Et la dernière chose fondamentale, c'est qu'on communique continuellement qu'est-ce qui se passe. On a remarqué, par exemple, que dans le monde du recyclage, quand on arrête de donner des messages et tout ça, les gens se mettent à moins recycler, à recycler moins bien et tout ça. Fait que c'est important de communiquer tout le temps qu'est-ce qui se passe, y compris quand il y a des problèmes. Je vais vous donner encore un exemple. Il arrive que les odeurs, surtout quand on a une usine qui commence, que les odeurs pendant 3 jours, 4 jours peuvent être problématiques. Si les gens ne le savent pas, ils vont avoir l'impression que ça va toujours être problématique. Alors, c'est important de communiquer que c'est un problème passager. Et pour compléter, dans le fond, cette idée-là, en 2022, je pense qu'il faut vraiment repenser comment on voit l'énergie. En ce moment, l'énergie, on la voit comme pétrole pour à peu près tout ce qui se déplace, puis l'électricité pour à peu près tout le reste. C'est ça le Québec, en gros. La façon dont on peut commencer à regarder ça, c'est comme regarder ça dans l'autre sens. On peut-tu regarder d'abord tout ce qu'on peut utiliser en énergie renouvelable, puis là-dedans, j'inclus les négawatts, c'est-à-dire consommer moins. Puis avec ce qui reste, là, on mettra ça en pétrole et en énergie fossile. Puis l'autre chose, c'est que
dépendant de qu'est-ce qu'on fait, une solution est bonne ou est moins bonne. Je vais vous donner un exemple. L'électricité peut être très intéressante dans certaines industries. Dans d'autres industries, c'est vraiment de l'hydrogène dont on a besoin ou c'est vraiment du gaz naturel dont on a besoin. Fait qu'il faut voir c'est quoi la solution la plus intéressante. Même chose avec les bâtiments qui peuvent... Il y a plusieurs bâtiments où est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, de réseau de gaz qui pourrait très bien être chauffé à la biomasse forestière. Et en passant à la région d'Amqui, si vous êtes déjà allé à Amqui, l'hôpital, il y a plusieurs bâtiments qui sont chauffés à la biomasse. Ça fait depuis 10-15 ans, ça fonctionne très bien. Et comme par hasard, ils ont la forêt à côté, donc ils ont des déchets forestiers. Puis c'est la même chose pour les individus. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour des individus? On a tendance à penser, par exemple, que le solaire est génial en individuel. Oui, mais pas pour le chauffage. Parce que pour le chauffage, ça en demande trop. Fait que si vous avez un bâtiment que vous voulez utiliser l'électricité outre le chauffage, puis avoir un autre type de chauffage, ça va fonctionner. Sinon, vous allez risquer d'être déçu. Puis c'est ça, dans le fond, en concluant, c'est vraiment renouvelable avant, puis fossile en soutien. Mais on est dans une société qui pense également au niveau économique. Fait que juste pour terminer, il y a une étude qui est sortie d'un spécialiste qui s'appelle Philippe Donsky pour le gouvernement du Québec, puis qui dit que si on avait une véritable politique de soutien à l'énergie de sources renouvelables, c'est 2 milliards par année qu'on pourrait améliorer la balance commerciale. Ce n'est pas un détail, 2 milliards, là, parce qu'il y aurait moins d'importation de pétrole, entre autres. Ça pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs à faible niveau d'émissions de GES. Puis là, il faut comprendre que les emplois, de nos jours, il y a énormément d'emplois dans les services liés à ça. Je vais vous donner un exemple. On a une usine de biométhanisation. Sur place, il y a 2 personnes qui sont là, mais il y en a 8 qui sont à faire d'autres choses dans les bureaux pour soutenir cette industrie-là. Autrement dit, il y a énormément d'emplois qui ne sont pas liés directement à la production, mais qui sont liés à tout ce qu'il y a autour. Ensuite, ça pourrait permettre aux entreprises de se positionner dans la question de l'économie verte. Et l'économie verte, on s'en vient avec un marché de 10 000 milliards annuellement à l'échelle mondiale. Fait que si on veut parler de gros chiffres, on peut en parler avec l'énergie. Alors, questions? Commentaires? Est-ce que vous m'entendez? Ouh! Yeah! Oui. Moi, j'en ai une question pour... là, on a un petit peu d'interférence. Là. On va attendre 30 secondes. Top. OK. Tu as parlé à la toute fin d'emploi, parce que un des enjeux d'aller vers d'autres choix énergétiques, passer du pétrole à autre chose, c'est l'emploi, donc c'est la transition vers d'autres types de jobs. Alors, si on parle de solutions en biométhanisation, que ce soit forestière ou agricole, quel genre d'emploi c'est? Est-ce qu'il y a des formations suffisamment disponibles pour qu'on soit bien équipé au Québec pour s'en aller vers plus de travail dans ce domaine-là, par exemple? Bien, si on prend la biométhanisation, il y a une formation à Rivière-du-Loup pour vraiment les opérateurs de l'usine de biométhanisation. Mais il faut comprendre que souvent, la production d'énergie renouvelable, il n'y a pas tant de monde, comme je vous dis, dans la production. Par contre, on a besoin de spécialistes en génie pour concevoir l'usine. On a besoin de gens dans notre cas, on a des gens en agronomie, parce que une usine de biométhanisation, j'ai beau dire qu'on met les matières résiduelles organiques dans le silo qu'on appelle le biogesteur, mais on ne met pas ça n'importe comment. Il y a des recettes qui produisent plus de méthane que d'autres. On va avoir besoin aussi de gens en marketing. On a besoin de gens qui travaillent sur la question du calcul des gaz à effet de serre. On a besoin de gens sur le partenariat. Fait que c'est souvent des emplois beaucoup plus divers qui viennent de plusieurs secteurs que de penser qu'il y a une formation typique pour tout ce qu'on fait en biométhanisation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, commentaires dans l'assistance? T'en avais une, toi, je sais. Bonjour. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez
de l'échelle des couleurs par rapport à l'hydrogène vert. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de dire, pour l'image de l'hydrogène, d'utiliser le mot vert? Par rapport à? Qui peut référer des fois à l'éco-blanchiment. Ah! Mais en fait, je comprends l'idée, mais justement, on est dans un cas où ce n'est pas de l'éco-blanchiment parce que l'hydrogène vert vient véritablement de sources d'énergie renouvelable. Fait que c'est un des cas où le vert n'est pas une couleur qu'on a mis dessus à peinturer, là. Effectivement. Bien, moi, j'aurais une autre question. Si on dit que faut qu'on... Fait, c'est notre bac brun, en fait, là. Donc, quand on met des matières compostables dans notre bac brun, c'est ça qui va alimenter toute cette filière-là. C'est peut-être pas le bon mot, là, en tout cas, tu me le diras. Donc, au Québec, c'est pas nécessairement dans tous les milieux si on parle effectivement de matière organique, plus au niveau de monsieur, madame, tout le monde. Alors, c'est pas implanté partout dans toutes les municipalités. C'est quoi la proportion? Est-ce qu'il y a un enjeu important là, par rapport à ça pour alimenter des projets de biométhanisation en dehors de la production agricole, du fait qu'il n'y a pas encore de collecte de matière organique dans l'ensemble des municipalités du Québec? Bien, en fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène où il y a de la collecte pour la biométhanisation. Il y a un phénomène où il y a de la collecte pour le compost parce qu'il n'y a pas d'installation d'usine de biométhanisation. Puis il y a quand il n'y a pas de collecte encore. Mais moi, je dirais que le ministère de l'Environnement fait quand même un gros effort pour qu'on cesse d'envoyer l'organique dans les sites d'enfouissement. Et dans les sites d'enfouissement, le problème dans les sites d'enfouissement de l'organique, c'est que ça produit du biogaz qui s'émet à l'atmosphère, mais il doit être capturé ou brûlé. Pour pas, justement, parce que c'est un gaz à effet de serre qui est trop grand. Mais ce qu'on voudrait, je ne sais pas si vous regardez ces temps-ci les débats sur les sites d'enfouissement, un site d'enfouissement, ça coûte vraiment très cher et personne n'en veut chez eux. Fait que plus on va trouver de solutions, entre autres pour les matières organiques, mieux on va se porter toute la gang, autant au niveau économique, social qu'environnemental. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si... Encore, je repose la question ou... Sinon, ben, je pense que Mme Cornelissen est encore dans le coin. Si vous préférez poser votre question directement auprès de Kim, il ne faut pas se gêner. Elle est très, très accessible. Et puis, on la remercie beaucoup pour sa présentation très éclairante. Merci encore. Merci. Merci.